Je voudrais revenir sur le sujet que j'ai apprécié. Maintenant, vous pouvez commencer à compter le temps qui reste. Repenser les transitions démocratiques. Réinventer la démocratie et l'état de droit en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Les crises multiformes, multidimensionnelles, qui couvrent en réalité tous les domaines de la vie en société, que traverse l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, ont été identifiées, brièvement inventoriées lors de notre rencontre de septembre 2022 à Saly, Portugal. La situation a été, au plan du diagnostic, merveilleusement bien saisie par les propos qui m'ont précédé, et notamment le discours introductif d'Alun Thioune, mais aussi dans la note conceptuelle que nous avons reçue en mars dernier sur le présent colloque. Il me plaît, vous me le pardonnez, de remettre en mémoire un petit extrait que je tire de la page 4 de la dite note. Je cite. On assiste ainsi à une restriction comme peau de chagrin de l'espace civique et de la criminalisation de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme qui se trouvent de plus en plus en prison ou condamnés à l'exil, souvent avec l'instrumentalisation de la justice pénale ou de la justice constitutionnelle. Et plus loin, je poursuis. Nous allons assister à l'épidémie des tripatouillages de la Constitution pour faire un troisième mandat avec la complicité des institutions constitutionnelles et les mécanismes de régulation des décisions. Mais c'est un tableau, un diagnostic parfait. Alors, devons-nous repenser les transitions démocratiques, réinventer la démocratie et l'état de droit? Moi, je mets le thème sous interrogation. C'est en forme de question. Et alors, nous allons donner la réponse immédiatement. Je réponds à cette question de réinventer la démocratie, l'état de droit, les transitions. Je réponds par oui et je réponds par non. C'est oui et non. Je vais m'expliquer. D'abord, oui, nous devons repenser le tout, nous remettre en question tous les jours, parce que c'est là l'exigence fondamentale de l'État et c'est là aussi la captation de l'État à laquelle nous assistons aujourd'hui. Problématique de l'État d'abord. L'État est un ensemble d'institutions intériorisées. Institution, c'est la règle qui établit durablement, ou en tout cas avec la prétention de la durabilité. On crée un État pour que ça dure. Et il y a les institutions, ce qu'on appelle l'institution, c'est des règles qui créent des organes, des règles qui posent le mécanisme de fonctionnement de ces organes. Mais l'État est constitué dans l'intérêt du citoyen. L'État n'est pas constitué au jour d'aujourd'hui dans l'intérêt du souverain. Et il n'y a plus aucun citoyen aujourd'hui que l'on puisse appeler sujet, même dans des formes de régime politique qui sont à la souveraineté d'un roi, d'un empereur. Au jour d'aujourd'hui, de manière universelle, le modérateur de ce panel l'a démontré rapidement dans la brèveté de ses propos, mais dans la profondeur de ses propos, il a démontré c'est le citoyen qui est l'objectif de l'État. Et c'est la raison pour laquelle l'État, même les États les plus puissants, les plus établis depuis plus de 2 siècles, de temps en temps, on se remet en cause. Et les citoyens se remettent en cause, et les gouvernants se remettent en cause, et l'ensemble, l'État se remet en cause. Voilà pourquoi nous devons chercher à nous remettre en cause, à chercher à réinventer la démocratie, l'état de droit et les transitions démocratiques. Mais si nous parlons, je paraphrase Voltaire, si nous voulons converser, définissons les termes. Nous galvaudons des mots que nous utilisons.
et nous en déformons la portée et le sens. Aussi convient-il de poursuivre la déclaration que le modérateur vient de donner et de chercher à donner une définition à chacun de ces termes. D'abord, démocratie. Je résume toutes les définitions qu'on trouvera dans les manuels de droit constitutionnel ou de droit international public, bref, de droit public. Je les résume tous dans la formule qui suit. Démocratie. La démocratie est une quête permanente de l'humanité pour une participation et un contrôle de plus en plus accru du citoyen sur le pouvoir politique, pour une amélioration constante des garanties des droits de l'homme et une participation de plus en plus accrue à la richesse nationale. Je répète, je reprends. La démocratie est une quête permanente. Quand il y a quête permanente, il y a remise en cause permanente. Même dans les États les plus développés, où nous pouvons considérer que l'État est consolidé, il y a remise en cause de l'État. On parle de crise de l'État. Dans notre cas, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais je reprends cette définition générale de la démocratie. C'est la quête permanente de l'humanité entière, d'où le caractère universel. Il n'y a pas d'ethno-démocratie, il y a démocratie tout court, à moins qu'on accepte que le nègre a des droits inférieurs à ceux du blanc. Alors, je reprends ma définition parce que tout part de là dans ma conception et dans la doctrine que je vais étaler tout à l'heure. Quête permanente de l'humanité pour une participation et un contrôle de plus en plus accru des citoyens sur le pouvoir politique, pour une amélioration constante des garanties des droits de l'homme et une participation de plus en plus accrue à la richesse nationale. Voilà ma définition. Celle que je tire de toutes les définitions et de tous les combats qui ont existé. À partir de là, j'ai dit tout à l'heure que l'État est constitué pour le citoyen. Donc, l'État de droit, qu'est-ce que c'est? C'est l'État dans lequel, ben, je suis un maniaque plutôt des mots. Je ne suis pas linguiste comme mon ami Tina Liu, mais les mots ont un sens. Et si je veux communiquer avec mon voisin, il faut qu'on s'entende sur les mots. Je dis, l'État de droit, c'est une société étatique dans laquelle les gouvernements, il y a deux conditions. Première condition, les gouvernants et les gouvernés se conforment à la loi. Deuxième condition, la loi elle-même est conforme aux préceptes fondamentaux des droits de l'homme. Je reprends ça, c'est fondamental, parce que dans tous les discours, aux Nations Unies, partout, sur la scène politique, nous entendons l'état de droit, nous sommes dans l'état de droit, pendant même que l'on viole l'état de droit, pendant qu'on brise l'état de droit, pendant qu'on enterre l'état de droit, chacun dit on est dans l'état de droit. Je dis non. Parce que les concepts n'ont pas été bien fixés et on les utilise n'importe comment. Je dis que l'état de droit, pour qu'il y ait état de droit, il faut deux conditions. Première condition, que gouvernants et gouvernés conforment leur comportement à la règle du droit. Mais deuxième condition, ou plutôt la première que je pourrais dire, que la règle du droit elle-même soit conforme aux préceptes fondamentaux des droits de l'homme. Lorsque des lois aux États-Unis ou en Afrique du Sud ont créé la ségrégation ou l'apartheid, est-ce qu'on va dire que c'est l'état de droit que les nègres aillent d'un côté et les blancs de l'autre? On ne peut pas. Il faut que la règle de droit soit elle-même légitime. Donc conforme aux préceptes des droits de l'homme. C'est à cette condition qu'on va parler d'état de droit. Mais dans la transition, mais on pose la question de transition. Lorsque on veut quitter une situation qui n'est pas agréable pour atteindre une situation normale. Donc il faut un passage forcé pour évoluer d'une situation déplorable, non parfaite, à une situation que l'on espère parfaite. La perfection n'étant pas de ce monde, c'est une aspiration constante. C'est pour ça que la démocratie est une quête permanente.
L'état de droit aussi est une quête permanente, parce que dans toute société, les deux contraires existent en permanence et sont en concurrence. Celui qui veut tirer vers l'arrière, celui qui veut pousser vers l'avant. Vous ne pouvez pas échapper à cette contradiction fondamentale et de la nature et de la société. Voilà pourquoi le combat sur l'état de droit aussi est permanent. Et sur la transition, il y a des périodes de transition. Je distingue à l'observation, parce que vous voyez, vous me regardez là, vous le voyez là. Je parle du haut de mes 83 ans d'âge. Et je ne sais pas combien de décennies de combat que j'ai commencé depuis le lycée. Donc depuis les années 50 jusqu'à ce jour, je n'ai pas cessé. Dans 2 mois, je vais boucler 84 ans. Et passer dans 85e. Mais je vous dis, tant que vous êtes en vie et que Dieu vous a donné la santé, vous avez chacun le devoir de porter des valeurs, le devoir de dire ce qui ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Alors la transition, il y a 2 formes de transition. Il y a une transition, les transitions formelles et les transitions informelles, ou la transition informelle. Transition formelle lorsque nous décidons de passer d'une période de l'ère de parti unique à l'ère de la démocratie pluraliste. Alors, il y a des textes qui formalisent cette transition. Ou lorsque la démocratie a subi une reculade et a reculé et qu'il faut redémarrer la démocratie, lorsque Putsch est venu l'interrompre et qu'il faut redémarrer la démocratie, on crée une transition formelle. On en fixe la durée, les limites, les conditions. Mais en réalité, il y a une deuxième catégorie de transition. C'est celle dans laquelle l'Afrique entière est plongée depuis la date de proclamation de nos indépendances. Lorsque nos diverses indépendances ont été proclamées, eh bien nous avons reçu une double tâche. Créer un État-nation et ensuite procéder au développement socio-économique dans la société. Ça fait 2 tâches difficiles à mener de pair. Conséquence, créer un État-nation, nous avons hérité d'un assemblage de populations variées, diverses, parfois qui furent, avant la colonisation, en guerre, une communauté contre l'autre, et qui sont retrouvés regroupés ensemble sous le giron de la colonisation. Et maintenant, les voilà jetés dans l'indépendance, et ils doivent cohabiter, coexister, et fonder ensemble une nation, se fondre dans une nation. Mais sur le plan institutionnel, nous avons hérité de quoi? D'une administration coloniale centralisée, où le commandant est suprême. Les travaux forcés ont eu leurs années de gloire jusqu'en 1947. Mais est-ce que ça a disparu dans les consciences? Est-ce que les nouveaux gouvernants qu'on a eus à l'indépendance n'ont pas eu envie d'être comme des commandants coloniaux? Et la question se pose. Et moi je réponds oui. Ils ont voulu reproduire ce qu'ils ont connu, y compris les meilleurs d'entre eux, comme Kwame Nkrumah. Lui aussi, il a eu cette maladie. En point qu'en décembre 1965, plusieurs organisations africaines m'avaient délégué, dépêché à Accra pour parler à Kwame Nkrumah et lui révéler les travers de son régime et l'informer que Putsch l'attendait. C'était en décembre 1965. 3 mois après, le Putsch est arrivé, il n'a pas eu le temps de redresser ce pourquoi j'ai été mandaté à Accra. Je vous dis pas le détail des difficultés que j'ai eues à Accra pour être reçu à Place Bravo, c'est-à-dire à la présidence de l'époque. Ceux qui l'entouraient m'avaient empêché, j'ai dû menacer sous le conseil d'un Sénégalais qui l'a aidé à écrire Consciences et qui était son conseiller à Accra à l'époque. Il m'a dit, non, pas menacer Dainan, le directeur de cabinet de Kwame. Et je l'ai donné 24 heures, dans les 24 heures, Kwame a pu me recevoir, alors que c'est lui-même qui avait donné rendez-vous à Accra. Donc, c'est vous dire que la tâche n'est pas facile. Donc, l'État, en général, se remet en cause. Mais l'État africain est en permanence en transition, dominé par
par une tendance à la patrimonialisation, marquée par le deuxième volet de mon premier propos, la captation de l'État. Et la captation de l'État se caractérise par d'abord la captation de tous les organes de l'État. Ensuite, la captation des richesses de la nation. Et ce troisième volet avec des conséquences multiples. Je ne pourrais pas énumérer toutes les conséquences, mais ces trois points-là, il faut les retenir. Captation de tous les organes de l'État, captation des richesses de la nation et conséquences multiples. D'abord, captation de tous les organes de l'État. J'ai eu mal à partir parfois avec certains intellectuels de très haut niveau, parfois, qui, non juristes, non constitutionnalistes, nous ont accusés, nous autres constitutionnalistes, publicistes en tout cas, de prendre les constitutions des pays développés et de les copier. Mais la question qui se pose est de savoir si le droit constitutionnel, le droit, et particulièrement le droit constitutionnel, est une science ou n'est pas une science. Il faut répondre, c'est une science sociale, mais c'est une science. L'histoire est un objet de science. La littérature est objet de science. Donc, les régimes politiques sont objets de science. Et le constitutionnalisme dégage les régimes politiques produits par l'histoire de l'humanité entière. Que ce soit les Grecs, que ce soit les Allemands, les Français, la Prusse, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et autres, ça fait partie de l'histoire de l'universel et les expériences peuvent inspirer de nouvelles expériences. Nous ne pouvons pas, quand vous êtes constitutionnaliste, commencer à rédiger une constitution sans poser deux questions. Quels sont les travails de ma société? Quels sont les divers régimes auxquels je pourrais accéder, qui ont existé? Et on peut aussi améliorer des régimes. On peut par accident créer des régimes, comme le régime présidentiel que tout le monde accuse aujourd'hui. Mais le régime présidentiel a été créé pour la première fois aux États-Unis d'Amérique par inspiration du régime politique de la Grande-Bretagne. Mais comme ils ne peuvent pas nommer un roi ou élire un roi, ben, ils sont républicains et ils se sont inspirés de la monarchie britannique. Et ça a donné quoi? Ça a donné le régime présidentiel américain que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, on peut s'inspirer valablement. Lorsque les latino-américains ont voulu imiter le régime présidentiel des États-Unis d'Amérique sans le fondement qu'il faut, eh bien, ça a dégénéré en présidentialisme, c'est-à-dire un régime à un seul chef autoritariste et des déviations que nous constatons également chez les Africains. Mais ce n'est pas le régime qui est en cause, c'est le système, la manière. Nous distinguons en droit constitutionnel le régime politique du système politique. Le régime politique, c'est l'ensemble de l'agencement des règles qui créent les organes de l'État et qui font tourner ces organes. Et le système politique, c'est la manière dont les détenteurs du pouvoir interprètent ces règles. D'un président à l'autre, il y a des variations de la mise en œuvre. Ça, il faut le savoir. Et savoir la distinction entre le régime politique et le système politique. Donc, au jour d'aujourd'hui, eh bien, on proclame séparation des pouvoirs, mais le pouvoir exécutif ou un groupe ou un seul fait la captation de tous les organes législatifs, juridictionnels et autres. Mais ce qui nous amène au problème, un problème énorme pour les constitutionnalistes, c'est qu'il faut désormais distinguer nettement deux choses. La légistique qui devient une science autonome, détachée du droit constitutionnel. Ça fait partie du droit constitutionnel, mais c'est objet de science. La légistique et puis la qualité des décisions de justice. Bon, captation des richesses naturelles, je ne vais plus rien dire là-dessus, vous en avez compris. Et enfin, tous les problèmes multiples que ça pose. Bref, quand j'ai dit oui tout à l'heure, qu'on doit se repenser, mais j'ai dit non. En fait, ce non, c'est les limites à toute remise en cause. À exclure intégralement la démocratie à l'africaine. Ça n'existe pas. Où on fait les démocrates, on n'est pas démocrate.
Les limites, j'ai déjà parlé du droit constitutionnel qui a une science, donc il faut exclure toute ethnodémocratie, juste des modalités de mise en œuvre de la démocratie. Deuxième souffle de cette partie, les principes sont universels. Les droits de l'homme sont universels. Mais le caractère universel des droits de l'homme n'empêche pas des spécificités spatio-temporelles. Dans les débats, je vais apporter des éclaircissements. Et enfin, il y a le principe de proportionnalité. Vous trouverez le principe de proportionnalité dans tous les instruments des droits de l'homme. On applique les droits de l'homme, mais ces droits peuvent être à des moments donnés, pour un temps donné et dans une proportion déterminée, se trouver réduits pour une question de sécurité et autres, mais sous le contrôle du juge. Et voilà pourquoi. Ma proposition va commencer, mais la proposition commence par la question de la justice. Si la justice n'est pas indépendante dans un pays, il n'y a pas de démocratie. Seule la justice va garantir. Et ceux qui proclament qu'ils mettent fin à la démocratie, ils commencent par s'attaquer à la justice. Il faut la captation des juges. Et on pervertit le Conseil supérieur de la magistrature ou un organe équivalent. Vous le trouverez au Bénin. On a perverti le Conseil supérieur de la magistrature. Et vous le trouverez également en Tunisie. Au moins, je donne ces deux pays-là. On a commencé par la magistrature. Ça a une raison donnée. Or, depuis longtemps, nous avons lutté pour l'indépendance de la magistrature. J'ai participé aux travaux préparatoires du Congrès de Montréal en 1983 et sous l'égide du juge, paix à son âme, Jules Deschelles et de Elias, qui était président de la Cour internationale de justice, le Nigérian. Nous avons pondu un document très important que je mettrai à votre disposition, la déclaration civique, parce que nous avons rédigé et adopté à Montréal en 1983 une déclaration qui devait être adoptée par les Nations Unies. Et les internationalistes qui sont dans la salle, j'en vais avoir quelques-uns, savent que quand une déclaration générale est adoptée par les Nations Unies, les principes évoqués et les principes affirmés par cette déclaration peuvent être appelés au secours d'une procédure judiciaire et revendiqués pour être exécutés, même si ce n'est pas une traité formelle. Donc, la justice, il faut que l'Africa-Jom se joigne à d'autres think tanks pour former un réseau et que nous mettions en place une nouvelle déclaration civique qui sera d'indépendance et responsabilité des magistrats et que nous allons cette fois-ci ne pas commettre l'erreur de Séville, parce que Séville était un magistrat, un juriste indien à qui nous avons remis cette déclaration pour que ça soit adopté par les Nations Unies, mais Séville l'a déposé juste au secrétariat général et ça n'a pas prospéré. Mais par contre, c'est la déclaration que un congrès mondial des Nations Unies sur le droit pénal a présenté aux Nations Unies qui a été adopté, elle est faible. Mais nous pouvons reprendre ce combat et j'invite Africa-Jom, je suis à votre disposition pour tous ces textes-là et leur rédaction. Voilà la justice. Ensuite, nous devons entreprendre tous les secteurs, à l'interne comme à l'international, pour que nous ayons une liste complète de tous ceux qui sont victimes de la démocratie, qui sont en prison, qui sont en exil, et dont les jugements laissent à désirer, et qu'on ait un répertoire de ce côté-là. Je dois ajouter que la justice n'est pas qu'interne. Il y a la justice communautaire et régionale qui ont connu leurs atteintes à partir de manœuvres de Robert Mugabe au Zimbabwe, avec l'affaire Campbell, si le débat le permet, je vais le dire. Et cette affaire Campbell a conduit Mugabe à briser la Cour de justice des États d'Afrique au sud du Sahara. Et il y a eu des tentatives contre la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est, mais ça a eu des effets même au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais ça a été habilement utilisé. Parce que si Mugabe a réussi à dissoudre la Cour de justice d'Afrique australe, dissoudre complètement, et maintenant remplacée par une cour qui n'a plus aucun pouvoir, les individus ne peuvent plus saisir cette cour, et cette cour est chargée de régler les problèmes entre les États. Les citoyens sont exclus. Maintenant, la CEDEAO aussi a suivi la même chose, la Cour de justice de l'UMOA a suivi également la même chose. Et il y a les problèmes de fonction publique. Bref, si les débats le permettent, nous allons compléter, parce que le médiateur, je dois respecter son autorité, c'est l'état de droit aussi.